question. Oui. Justement sur la faillibilité humaine. Sur la faillibilité humaine, oui. Popper considère-t-il que l'humain, l'individu humain, est rationnel en première instance? Alors je vous propose, du coup, on va attaquer du coup la deuxième partie avec votre question. Est-ce que du coup, l'espèce humaine est faillible, c'est ça? Non, est-ce qu'elle est rationnelle? Parce que c'est très important pour l'économie et la politique libérale de considérer que les individus sont d'abord rationnels. Je vais quand même donner une réponse. Petite parenthèse, aujourd'hui on ne considère plus que les individus sont rationnels. Les agents ne sont plus rationnels. Mais c'est pas un problème. Mais c'est pas un problème pour ce que vous dites. Pour le libéralisme, on va dire. Mais voilà. Mais je note, donc je repose la question. On repose la question liminaire. La question de Lorenzo, c'était de savoir est-ce qu'on était rationnel. Très grande question. Qu'est-ce que vous entendez par rationnel? Comment dire? Je sais pas, ça c'est des histoires de libéralisme. C'est pas une question de libéralisme, rationnel. C'est une question de nature humaine. C'est que les individus sont rationnels. Dans le cadre auquel je pensais, je veux dire que les individus dans la société font des choix fondés sur un calcul de leurs intérêts, tout le temps. C'est-à-dire que, par exemple, entre deux produits, ou deux idées d'ailleurs, parce qu'il y a soi-disant un libre marché des idées, ils vont toujours choisir l'option qui est la plus favorable à leurs intérêts réels. Mais en fait, c'est faux. Enfin, je pense que c'est faux. C'est-à-dire, par exemple, vous avez vos habitudes au supermarché, vous avez un produit qui est objectivement meilleur pour votre santé ou pour votre portefeuille, et pourtant vous prenez l'autre parce que, je sais pas, la couleur est sympa, ça vous rappelle votre enfance. Mais est-ce que c'est pas une forme de rationalité, ça aussi, finalement? Non. Pourquoi? Parce que d'un point de vue strictement matériel, est-ce que vraiment ce serait pas mieux pour vous ou pour la société de choisir autrement? Ou alors pour les idées, je sais pas, beaucoup de gens qui sont des travailleurs ont décidé d'accorder leur voix à Emmanuel Macron, mettons, et pourtant il ne leur propose rien de concret, et il n'a rien fait de concret pour eux. Donc pourquoi ils ne veulent-ils pas pour d'autres personnes? On ne sait pas. Parce qu'ils ont été convaincus par d'autres que c'était un choix rationnel pour la majorité de la population, et c'est discutable. Alors, je suis d'accord, mais le fait de choisir par exemple entre un produit rouge ou un produit jaune, s'il y a une couleur qui me rappelle mon enfance, finalement c'est très rationnel de choisir celui-là puisqu'il me procure plus de plaisir. Même si sa valeur finale objective pour laquelle je l'ai acheté n'est peut-être pas supérieure. Mais tant que mon calcul d'intérêt en général est supérieur, ça reste un calcul rationnel. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis pas sûr, mais... Ce qui est rationnel, c'est de l'ordre de la raison. Alors, très bonne remarque. Du bon sens. Si quelqu'un choisit un produit bleu parce que ça le touche au propos lui-même, alors que le produit bleu, identique au produit rouge, par la couleur, coûte 3 fois plus cher que le produit rouge, il est irrationnel. Voilà, oui, c'est beau. Oui, mais si c'est beau et que lui il retient un plaisir. Où sa raison n'est pas le prix. En choisissant le rouge. Il ne base pas sa raison sur le prix, mais sur la valeur émotionnelle. Donc on pourrait dire qu'il est quand même raisonnable. Oui, mais alors, il y a bon sens, c'est du... Oui, voilà, oui, mais c'est tout... Peut-être oui, ça mais lui... alors ça, oui, mais alors ça, c'est toute la logique. En tout cas, je comprends de la logique, l'idéologie capitaliste, pour le terme de Pampelier, qui est basée là-dessus. Oui, parce que j'étais dans le référentiel libéral, qui est, il s'agit d'économie politique avant tout. C'est-à-dire, par exemple, la concurrence libre fait émerger des meilleurs produits pour les consommateurs, et pourtant on voit que sans éducation ou sans philosophie, les acteurs économiques ne font pas toujours les choix les plus préférables pour l'intérêt général humain et pour le leur. Donc, manger de la malbouffe, ça vous apporte peut-être beaucoup de plaisir, mais au fond... C'est très rationnel parce que manger de la malbouffe, ça coûte moins cher que de la bonne bouffe. C'est pas vrai, mais justement c'est pas vrai. McDonald's coûte une fortune maintenant. À mon avis, hein, pour les individus qui sont de la classe prolétaire, on va dire actuellement, pourquoi ils mangent de la malbouffe, c'est pas parce que parce que c'est moins cher. Oui, mais je pensais au fast-food. Fast-food en France, un McDo, ça coûte une fortune maintenant. Vous pouvez aller au restaurant et trouver quelque chose de meilleur
et de moins cher. Mais je sais pas, les gens continuent d'y aller. Je ne sais pas pourquoi. Après, je répondrai quand même que vraiment Popper, ces questions-là, c'est pas son affaire. Puisque lui, justement, il est... En fait, il y a deux manières de poser la question. Est-ce que de fait, les comportements sont rationnels parce que, et on a ce critère-là que vous donnez, hein, le choix optimal, etc. Ou alors, est-ce qu'il y a des normes de la rationalité qui devraient être imposées ou qui devraient être pensées et qui permettraient en fait la discussion rationnelle, l'espace public démocratique, etc. Popper est plutôt là-dedans. Il n'est pas sur ces trucs de marché. Ça, c'est pas vraiment son problème. D'ailleurs, Popper, lui, il le dit très clairement hein, dans le tome 2 de la Société ouverte et ses ennemis. Le marché peut être une très mauvaise chose. Mais on n'a pas trouvé mieux, donc il faut un État pour protéger. C'est ça sa position. Mais c'est pas un libertarien à la Hayek, par exemple. Alors pourquoi est-ce qu'il attaque pas Hayek? Parce qu'il doit son poste à Londres à Hayek, en fait. Hein. Et oui, donc il pouvait pas trop. Mais ils n'étaient pas totalement d'accord sur ce point de vue-là, même s'ils étaient proches. J'admets que j'ai fait un hors-sujet, je crois. C'est pas grave. Absolument. J'en fais moi aussi, mais moi je peux. Pas totalement. Est-ce qu'on peut opposer justement la rationalité à choisir par ses émotions, enfin, en fonction de ses émotions? Opposer les deux, c'est-à-dire si je choisis quelque chose pour l'émotion que ça me procure, dans ce cas-là c'est plus de la rationalité mais c'est autre chose. Est-ce qu'on peut... Donc vous direz l'irrationalité, ce serait tout ce qui a rapport à nos émotions, nos passions, nos sentiments. Ça dépend de comment vous faites votre calcul. Vous pouvez faire un calcul rationnel des émotions. C'est-à-dire, est-ce que vous avez un exemple? Par exemple, si je vois, vous avez peut-être entendu une musique pendant que vous avez goûté un gâteau, par exemple. Vous avez senti une émotion. Donc je pourrais très bien être très rationnel et dire, prochaine fois que vous allez entendre cette musique, vous aurez envie de manger ce gâteau-là. Donc je vais créer un calcul sur vos émotions. Alors effectivement, en général, on oppose rationalité et émotion, parce que la raison serait plus calculante, et les émotions seraient irrationnelles, elles ne calculeraient pas. D'où le fait que le libéralisme prend la rationalité dans ce sens-là. Ce qui s'est écroulé, c'est ce que je disais au début, on ne prend plus comme ça. En fait, c'est le gros débat politique, en particulier aujourd'hui. Est-ce qu'on doit donner un rôle aux passions ou est-ce qu'il faut absolument leur enlever tout rôle? Popper serait plutôt en faveur d'enlever leur rôle aux passions en défendant ce qu'on appelle la discussion rationnelle, que vous connaissez très bien et dont on va parler maintenant, notamment pour critiquer le relativisme. Mais peut-être qu'on pourrait considérer, comme Chantal Mouffe par exemple, qui est une philosophe dont s'est beaucoup inspirée la France insoumise dans son volant populiste il y a quelques années, les passions font partie du jeu politique, et donc c'est une arme comme une autre, et luttons. Alors là, c'est un débat, je ne rentrerai pas là-dedans. Je vais lire le texte comme ça pour être certain, et ensuite, qui porte donc sur le relativisme, et ensuite on va pouvoir continuer cette discussion. Vous allez voir que ça va nous faire avancer et non pas reculer. Donc c'est à la page 3, c'est le texte, merci. C'est le texte qui commence par « Mon sujet, tolérance et responsabilité intellectuelle ». Et ce qui se répète, oui, il a 80 ans. Voilà. Donc mon sujet, tolérance et responsabilité intellectuelle, m'a ainsi mené à la question du relativisme. D'ailleurs, on a fait exactement la même chose, hein. Vous avez vu qu'on a fait à peu près les mêmes étapes globalement. Hein. Je voudrais aussi opposer au relativisme une idée presque toujours confondue avec celui-ci, mais qui lui est profondément étrangère. J'ai souvent désigné cette position sous le nom de pluralisme, mais cela n'a pas été sans ambiguïté. Vous voyez que les termes en philosophie, il faut toujours se méfier parce qu'il n'y a pas de bons termes en fait. Hein. Et c'est pourquoi je veux ici le qualifier de pluralisme critique. C'est ça le mot. Tandis que le relativisme, qui ressort d'une tolérance laxiste, conduit au règne de la violence, le pluralisme critique, lui, peut contribuer à la maîtrise de la violence. Pour ce qui est de la construction du relativisme et du pluralisme critique, le concept de vérité est d'une importance décisive. Donc ce texte porte sur la vérité en fait. Tant que ça arrête. Le relativisme est la position selon laquelle on peut tout affirmer, ou presque tout, et par conséquent, rien. Alors pourquoi? On va en discuter et ce sera d'ailleurs un des sujets de la prochaine séance. Tout est vrai ou rien ne l'est. La vérité est alors sans signification. Ce passage-là, on n'y passera pas 1000 ans aujourd'hui. Le relativisme critique, alors vous avez vu, il dit relativisme critique à ce moment-là, parce que pluralisme, relativisme, peu importe du moment que c'est critique. Donc ne soyons pas, fétichistes sur les mots, on s'en fout, c'est l'idée qui compte, c'est un analytique. Le relativisme critique est la position selon laquelle, dans l'intérêt de la vérité, chaque théorie, tant mieux si elles sont nombreuses, même si elles sont bêtes d'ailleurs, doit entrer en concurrence avec d'autres. Cette concurrence consiste dans la discussion rationnelle des théories et leur examen critique. La discussion est rationnelle, elle doit l'être, hein, parce que sinon ça pose des problèmes. Cela signifie quoi? Ça signifie que l'enjeu, c'est la vérité des théories en concurrence. La théorie qui semble se rapprocher le plus de la vérité dans la discussion critique, eh bien ce sera la meilleure théorie,
et elle évince les plus mauvaises. L'enjeu est ici la vérité, il n'arrête pas de le répéter. Qu'est-ce que vous en pensez? Êtes-vous d'accord? On va se prendre une soufflante, attention. Je plaisante. Non, mais je pense que ça fonctionne si effectivement l'enjeu est la vérité. Le problème, c'est que l'enjeu n'est pas toujours la vérité. Alors c'est quoi? Eh ben, c'est le pouvoir, c'est le triomphe de ses propres idées. Donc la vérité. Pour Popper, c'est ça qu'il faut empêcher. Tout ce qui n'est pas la vérité dans une discussion rationnelle, c'est dangereux, ça peut mener d'ailleurs à une forme de totalitarisme. C'est soit de l'historicisme. À quoi on assiste aujourd'hui? À quoi on assiste aujourd'hui dans la société? À l'abus de pouvoir. On n'assiste pas à un relativisme critique qui conduit à faire émerger la vérité. On assiste à un rapport de force entre des idées et des opinions pour faire triompher. Mais est-ce que c'est pas ça le problème? Oui, c'est un Je problème. sais pas, Mais mais vous êtes Popperien. Vous serez d'accord avec Popper pour dire qu'il faudrait mettre en place un relativisme critique et pas justement un conflit d'intérêts ou un conflit d'idées, un marché des idées où les gens se mettraient Oui, mais la défense de la vérité n'est pas, enfin, je veux dire, c'est pas rien et ça se fait pas comme ça, quoi. Je pense qu'il y a une faillite intellectuelle aujourd'hui qui fait que même des intellectuels sont capables de se battre pour faire triompher des idées dont ils sont intimement convaincus qu'elles sont fausses, mais qui leur permettent de garder un certain nombre de privilèges, une place dans la société telle qu'elle est aujourd'hui. C'est sûr. Bourdieu vous dirait que même la classe des scientifiques ou le secteur des scientifiques font la même chose que tous les autres secteurs de Partout. ça c'est la grande question. On n'aura pas le temps de faire une séance là-dessus, on aurait voulu finir par ça. Ça c'est la grande question. Même en sciences, même en physique, les scientifiques cherchent-ils la vérité ou à faire carrière? Et là je vous cache pas que c'est... Alors en sachant, c'est peut-être pas incompatible pour imaginer. Mais ça, c'est un énorme problème. On ne va pas totalement le résoudre ici. Mais là, j'insiste quand même sur ce point. Popper n'est pas un naïf. Il a quand même vécu dans les années 30 et ainsi de suite. Il a vu ce qui s'était passé. Il n'est pas en train de dire c'est comme ça que ça se passe généralement. Il est en train de dire c'est comme ça que ça doit se passer. Et nous, notre charge, puisque c'est qu'une conférence, hein, il n'avait pas 1000 ans pour développer, on pourrait aussi se demander quelles institutions, soyons un peu libéraux de ce point de vue-là, mais quelles institutions pourraient permettre l'émergence d'une réelle discussion rationnelle? Est-ce que l'école le peut? Est-ce que ceci le peut? Etc. etc. Et qu'est-ce qui en empêche? Lorenzo. Je suis très confus par ce passage, ou alors je l'ai mal lu. Est-ce que Popper est pour ou contre le concept de libre marché des idées? Il dit qu'il est que la vérité, et ce qui n'est pas est le plus important, et que ce qui n'est pas la vérité doit être exclu. Mais est-ce que est vérité ce qui triomphe sur le libre marché des idées, ou est-ce ce qui est démontré par ce qui est la vérité véritable, qui est qu'il y a des philosophies qui sont plus ancrées dans la réalité que d'autres. Parce que s'il était vraiment absolument pour l'exclusion de tout ce qui n'est pas la vérité, eh bien tout le monde sait bien qu'il serait marxiste. Non, en gros, ce qu'il va vous dire, c'est dans le libre marché des idées, les idées qui vont tendre vers la vérité vont nécessairement être choisies. Plus exactement, si vous avez... Je ne vais pas lire le texte, il y a un texte qui répond à ça, mais je ne vais pas lire tous les 5 minutes. Mais en gros, le problème de Popper, parce que la grande question de Popper, c'est même pas tant la science que la vérité en général et le rapport de la science avec cette vérité. Et tout le truc de Popper, c'est de dire qu'il faut arrêter de croire en l'existence d'une vérité qui serait une pure certitude et qui serait détenue par quelqu'un, philosophe roi ou quelque chose. Personne n'a accès à la vérité. Nous sommes tous dans un monde d'incertitude. Donc il est pour le relativisme. Alors non, justement. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même une gradation. La vérité existe, mais elle est inaccessible. Ça veut dire qu'on peut s'en rapprocher, mais personne ne peut la détenir. D'où le fait que je dois vous écouter parce qu'il se peut que j'ai tort, mais dans la discussion rationnelle, l'un de nous deux, à moins qu'on dise la même chose, l'un de nous deux, peut-être pas tort, mais un de nous deux sera plus proche de la vérité. C'est la conception de la vériproximité de Popper. Allez-y. La vérité n'est pas détenue une fois pour toute l'histoire. Il y a une évolution. Mais il y a des méthodes qui permettent... C'est pas une évolution hein, pour Popper, je précise ce point-là, c'est pas une évolution. La vérité est objective, elle existe bel et bien, mais nous n'y aurons jamais accès. Et tout ce que nous pouvons faire, c'est nous en rapprocher. Mais elle est objective. Mais il y a un processus dans lequel on découvre la vérité.
pas la vérité. Mais pour ça, il nous faut une méthode appropriée. La méthode scientifique, ouais, de Popper. Bon. Après, si vous êtes relativiste, Donc, mais ce qui est anti-scientifique doit être banni du débat public. L'antiscientifique, c'est une méthode, ce ne sont pas des données. Par exemple, Popper, il serait d'accord pour qu'il y ait des gens qui disent qu'il y a la Terre qui est plate. C'est une erreur, et notamment, on apprendrait de cette erreur. Est-ce que le discours non scientifique, selon Popper, doit être exclu du débat public? Est-ce qu'il faut faire des lois pour interdire, par exemple, le discours religieux? Il n'y a pas de discours scientifique pour Popper. déjà, Il n'y a pas de discours scientifique, il n'y a que des discours avec des méthodes scientifiques. Donc, C'est pas la même chose. mais Popper, pour dire les choses très clairement, ce qu'il dirait, c'est que les religieux, tant qu'ils cassent pas les pieds et tant qu'ils sont pas violents ou tant que voilà, il n'y a pas de problème. Popper, il dit même dans ce texte-là, je vais vous retrouver le passage précisément, il dit clairement, en gros, il faut être tolérant. Bon, je vais pas le chercher parce qu'évidemment je le trouverai pas. Mais plus il y a de positions possibles, mieux ça vaut. Même des trucs bizarres. Parce que l'idée, c'est que ainsi la discussion rationnelle pourra faire émerger la position qui sera considérée comme la meilleure. Un peu comme un marché qui atteint un optimum. Un optimum dans une situation particulière. Comme là, nous sommes en train de faire ce qui ressemble peut-être à une discussion rationnelle. Bon, en fait, il n'y a pas de débat, hein. Globalement, on discute, il n'y a pas... voilà. Mais l'un de nous, si on avait des conceptions complètement différentes, arriverait à une position qui serait la plus proche de la vérité. Mais reprenons l'exemple de Laura sur la question de la Terre plate. Est-ce que Popper admettrait qu'on puisse laisser des gens continuellement essayer de démontrer contre toute raison que la Terre est plate? Mais est-ce que vous avez déjà une raison pour me dire que la Terre est ronde? Déjà, j'aimerais bien en avoir une. Parce que j'ai demandé, Je ne veux pas répondre parce que sinon on en a pour un moment. Mais Non, moi j'ai des arguments. on pourrait en trouver. Mais je pourrais reproduire des expériences qui résulteraient... Ce qui est drôle, c'est qu'on sait que la Terre est ronde avant d'avoir fait quelques expériences que ça. Non, mais oui, mais bien sûr, mais il y a un dogmatisme socialement accepté qui est que on ne va pas débattre continuellement de choses évidentes. Par exemple, on pourrait chaque fois que quelqu'un, quelqu'un vous dit violer c'est mal, et vous n'allez pas à chaque fois avoir un débat rationnel et contradictoire pour dire est-ce que c'est vraiment mal de violer quelqu'un? Mais après, il n'y a quand même pas grand monde aujourd'hui. Vous allez me dire, en valeur absolue, ça fait du monde, certes. Mais il n'y a quand même pas tant de gens qui défendent que la Terre est plate. D'ailleurs, je ne pense pas qu'ils défendent que la Terre est plate parce qu'ils pensent réellement qu'elle est plate, mais pour toute la position politique qui va derrière. Tout le monde s'en fout que la Terre soit plate. C'était un exemple parmi d'autres, Ce que je veux dire mais leur nombre grandit en ce moment, donc c'est intéressant. Mais leur nombre grandit pas, je pense pas, après je me trompe peut-être complètement, mais pas tant parce qu'ils pensent pas que la Terre est plate. Je pense qu'ils sont surtout d'accord avec l'ensemble des propos complotistes. En fait, vous adhérez à un truc. Prenons une autre idée. Une autre idée non scientifique qui a eu beaucoup de popularité, l'inégalité des races humaines. Voilà, donc c'était complètement faux. C'était fondé sur une idée absurde. Ça a eu une grande popularité sur presque un siècle. Et ça a eu des conséquences désastreuses. Mais c'était simplement quelque chose de scientifique. Mais aujourd'hui, on n'y croit pas. Vas-y. Ça a été admis comme étant une proposition scientifique alors que c'est faux. Justement, c'est bien parce que vous dites ça, que demain il y aura des propositions scientifiques qui vont montrer que nos propositions sont fausses. Oui. Voilà. Donc, il y a une seule induction rationnelle possible sur l'histoire normative des sciences. C'est ce qu'on appelle une induction catastrophique. C'est que la seule induction que vous pouvez faire sur la science, c'est que nécessairement elle n'aboutira pas à quelque chose de vrai. Parce qu'en tout instant, on va retrouver quelque chose qui est foutu. C'est ce qu'on appelle des paradigmes chez Kuhn, par exemple. Donc en fait, tout ce que vous pouvez dire, si vous êtes relativiste, sérieusement, vous pouvez seulement dire que dans un système S, une personne X peut dire qu'avec des données E, va prouver que B. C'est tout ce que vous pouvez dire. Vous ne pouvez pas inférer qu'on va vers plus de vérité ou vers moins de vérité. Il y a plein d'exemples, plein d'arguments pour montrer que la science est sous-déterminée. Par exemple, Quine, c'est ce qu'il dit. Dans les deux dogmes de l'empirisme, Quine démontre littéralement que l'analytique est faux dans les sciences, par des raisonnements logiques. Donc, et il y en a d'autres, hein, je pourrais penser au monde possible il y a Goodman aussi qui parle d'irréalisme, au monde possible. Et il y a Hilary Putnam. Enfin, il y a beaucoup de scientifiques, des philosophes des sciences qui expliquent très clairement que la conclusion de dire la science dit que, du coup l'argument s'arrête là, est nécessairement faux. Tout ce que vous pouvez dire, c'est étant donné les données actuelles, la proximité ou la vériproximité
que je devrais choisir est énoncé ainsi par ce domaine-là. Ce qui sera totalement faux dans un autre domaine. Entre par exemple Newton et Einstein, le monde est complètement différent. Pourtant, on peut quand même dire que Newton est une approximation de la relativité générale. Ceci n'enlève pas que ça n'est plus le même monde du tout. Donc vous ne pouvez plus dire les mêmes choses. Et vu que vous ne pouvez pas dire déjà en 200 ans d'évolution ce genre de choses, vous ne pourrez pas dire donc non plus aujourd'hui pour demain. Et j'ai une dernière chose, et après je vous laisse continuer. Mais est-ce que Popper estime que le libre marché des idées a tendance à faire émerger la vérité, oui ou non? S'il y a la méthode scientifique. Si une méthode scientifique par la falsification et l'éthique falsificationniste est valorisée, soit par l'État, soit de différentes manières, je ne rentrerai pas dans les détails, mais dans les institutions, il aurait tendance à dire oui. Mais ça dépend vraiment de l'attitude des agents, quelque part. Le point qui est important, si vous voulez, c'est que nous savons que globalement, la plupart des discours scientifiques, on sait qu'ils seront forcément faux au bout d'un moment, parce que de nouvelles données vont être découvertes. Mais la question, c'est pas ça. La question, c'est est-ce que si ces données sont découvertes, est-ce que ça va permettre d'éventuelles révolutions scientifiques ou pas? Parce qu'il y a plein de situations où les données apparaissent, mais on les passe sous le tapis. C'est d'ailleurs tout le sens de la fin du texte qu'on n'aura pas le temps de voir, c'est pour ça que je le dis rapidement. Je peux être, moi, en gros, un professeur d'université. Il y a des élèves qui découvrent des choses qui ne vont pas dans le sens de ma théorie, mais rassurez-vous, il n'y aura pas de révolution scientifique, parce que c'est moi qui vais faire leur poste, et j'ai aucun intérêt à ce qu'ils viennent me casser les pieds. Donc ils n'auront pas leur thèse, sauf si moi je dis, sauf si en gros ils sont d'accord avec mes théories, pour faire les choses très simplement. Mais Popper dit non, c'est pas comme ça que c'est censé marcher, on est censé penser à une nouvelle éthique intellectuelle, où en gros moi, tout chef d'université que je suis, j'ai conscience de ma faillibilité, et donc les données qui sont discordantes avec ma théorie doivent également avoir droit de citer. La méthode scientifique, ce ne sont pas des discours posés, c'est un certain rapport finalement à la critique de soi. C'est une attitude épistémique en gros. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est cette même attitude qui devrait être présente au sein d'une démocratie. Il y a une homologie entre la méthode scientifique et le fonctionnement démocratique d'une société, dit Popper. C'est sur ça qu'il faut l'attaquer, c'est pas sur autre chose. Laura. Concrètement, dans un paradigme donné, si on se base sur la thèse de Popper, comment on fait pour savoir entre deux personnes qui essaient d'approximer la vérité, laquelle se vaut le plus en fait. Comment on fait concrètement pour, Là, vous utilisez la méthode scientifique. La méthode scientifique? Vous l'appliquez, c'est-à-dire vous allez chercher par exemple des données. D'accord. Parce que généralement, Deux théories ne vont pas amener aux mêmes données, ou ne vont pas amener à la même conclusion, n'auront pas les mêmes conséquences, n'auront pas le scope, ce qu'on appelle scope, l'étendue. On peut quand même mais après, on peut très bien imaginer qu'il y a deux théories qui seraient, bon, c'est peu probable en vérité, mais qu'il y ait deux théories qui auraient la même valeur. Mais c'est pas grave, parce qu'en vrai, sur une question, il y a souvent 25 théories possibles. Donc déjà, si on arrive à en virer 23 et qu'il n'y en a plus que 2 qui sont bonnes et qu'après on travaille dessus, c'est déjà pas mal en vrai. Hein. C'est déjà extraordinaire. En philosophie, très souvent, on a 25 théories, il n'y a pas de données empiriques et personne n'est d'accord. Et en plus, le travail est plus ou moins sérieux selon comment on le fait. Vraiment, vive la science de ce point de vue-là. En philo, on n'en est pas là. Ce qui pêche dans son propos, c'est dans l'intérêt de la vérité. Dans l'intérêt de la vérité. En quoi le relativisme critique suffit à atteindre cette vérité? Qui a intérêt à atteindre cette vérité? Est-ce qu'un scientifique qui travaille pour des laboratoires a intérêt à atteindre la vérité, dans la mesure où il arrive à faire vendre par son raisonnement scientifique les produits du laboratoire, il a tout gagné. Oui, mais Popper dirait, oui, mais on est tous d'accord que là, c'est un comportement qui n'est pas éthique. Bien sûr que quasiment tout le monde le fait. Enfin, là, on me proposerait un salaire considérable pour aller donner une bonne parole politique quelconque sur un plateau télé. Est-ce que je refuserais? Ça dépend le prix du salaire. Enfin, en vrai, faut pas me faire confiance à cet égard, peut-être. Hein, je sais pas. Mais il n'empêcherait que si je le fais, vous seriez tous d'accord pour dire, oui, ben, vous n'êtes pas très éthique et tous vos trucs sur Popper et la discussion rationnelle, en réalité, dès qu'il y a eu un billet, vous avez ravalé vos principes. C'est pas parce que les principes ne sont pas respectés qu'ils n'existent pas pour autant et qu'on peut ne pas les rappeler. Ça peut être une bonne manière d'ailleurs de juger les comportements des individus. Ce qui est quand même utile. Oui, mais ça ne suffit pas. C'est ça le problème, ça ne suffit pas. Ça devrait suffire, mais on ne sera pas d'accord. Et je sais, c'est un vrai problème.
Après, nous, on vous défend Popper. On n'a Après, pas dit vous, on qu'on- vous défend Popper. On n'a pas Après, dit qu'on était Popper d'accord a avec une Popper. conception bizarre des choses. Pour lui, la vérité, c'est une entité objective, si vous voulez. Il a une conception objective du savoir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est comme la science, c'est pas l'état des croyances. C'est quelque chose, c'est une entité qui dépasse complètement les individus et qu'il faut viser. Je rentre pas dans la métaphysique poppérienne, mais c'est très cohérent ce qu'il dit, mais c'est aussi très bizarre. Je pense pas qu'il y ait grand monde qui défende une conception comme ça. Personne. Donc, si j'ai bien compris, Popper nous invite à appliquer une méthode qui se base sur la vérificabilité ou la falsification. Voilà, merci. Mais qu'en est-il des choses qui ne sont pas vérifiables ou falsifiables, qui relèvent juste de ce qu'on trouve désirable? Par exemple, si dans une ville, il y en a qui trouveraient c'est beaucoup plus agréable sans les voitures, et il y en a d'autres qui disent non, pas du tout, une personne qui a une mobilité réduite ne peut pas se déplacer, et ainsi de suite. Enfin, que fait-on si ce n'est pas juste strictement vérifiable ou falsifiable? Là, vous pouvez quand même les quantifier. Il y a sûrement des exemples qui sont meilleurs. Où Il y a très peu de cas où c'est pas quantifiable, il faut juste trouver les bons instruments de mesure. Et pour je dirais, il faut le mesurer. Justement, il faut mesurer les effets et après on choisit. Si c'est pas mesurable et si en gros vous pouvez pas faire une falsifiabilité, je pense que Popper aurait presque tendance à dire ce type d'énoncé n'est pas valable pour une discussion rationnelle, on l'abandonne. Par exemple, ça peut faire de la poésie peut-être. Imaginons, je dis, il existe des entités, je sais pas moi, en dehors de l'univers. Ou est-ce désirable qu'une femme se couvre, pour reprendre l'argument sur toute la polémique des habits à l'école? Objectivement, est-ce qu'il y a des données objectives pour lesquelles ce serait comment dire, souhaitable ou pas souhaitable? Parce que ça ne crée pas vraiment... Lui, il dirait tout le monde devrait s'exprimer, puis après on se met d'accord. Mais du coup, dans ce cas-là, c'est la majorité qui... Je dirais que peut-être, peu importe la réponse qui serait donnée, c'est plus la procédure de la décision qui va être prise en compte. Parce que par exemple, si le cadre... Exactement. Tout à fait. Si c'est que les hommes blancs de 50 ans qui prennent la décision pour des jeunes femmes de 16 à 17 ans pour savoir si elles doivent se couvrir, le processus de décision n'est pas bon. Ce serait bien de les entendre. Alors peut-être qu'elles n'ont rien à dire et peut-être qu'elles n'ont rien d'intéressant à dire. Ça, c'est pas à moi d'en juger. Mais il faudrait les écouter aussi. Oui, mais peut-être qu'ils savent mieux qu'elle. Dis l'homme blanc de 50 ans. Non mais voilà, disons que Popper, quelle que soit la décision, il y aura toujours des mauvaises décisions, mais ça malheureusement j'ai envie de dire, c'est comme ça. Et c'est la procédure de décision, notamment par exemple qu'elle soit vraiment représentative. Ce serait intéressant d'écouter ce qu'elles ont à dire ces jeunes femmes. Peut-être que c'est pas intéressant, mais en tout cas il faut l'entendre pour pouvoir Mais là, il y a la représentativité qui est introduite, qui est encore un autre critère. Oui, mais ça fait quand même, ça fait partie ça fait partie du cocktail qu'il y a dans Popper par exemple. Il y a d'autres choses qui sont dans le cocktail. Il y a énormément de choses en fait toute la démocratie, il y a toute la démocratie libérale finalement. Mais le processus, si vous voulez, comment dire, par exemple scientifiquement, vous ne devez pas refuser même les idées qui paraissent les plus bizarres. Parce que parfois elles peuvent avoir raison, donc il faut leur donner droit de citer. Et de la même façon, pour une discussion démocratique comme ça, tout le monde devrait avoir, à sa propre échelle, mais tout le monde devrait pouvoir être représenté et avoir sa chose à dire. Je ne sais pas si je suis clair, mais c'est ça qui est vraiment important, parce que si c'est moi qui décide tout seul avec Shivnat, moi le voile ça ne me concerne pas. Hein. La remarque tout à l'heure de Lorenzo qui consistait à dire si on met tout le temps sur le tapis des sujets qui ont bien avancé et qu'on rediscute comme si on partait de zéro. Après, j'ai pas l'impression qu'on... je veux dire, le racisme, en termes de théorie scientifique, c'est quand même un fait qu'on ne le rediscute pas. Il y a des personnes qui ont peut-être des pratiques racistes, mais même les personnes qu'on accuserait de racisme, la terre est ronde, la terre est plate. Ouais, mais les scientifiques, eux, ils ne se posent pas cette question-là. Enfin, qu'il y ait quelques personnes qui le fassent, ça ne change rien au processus scientifique. Si vous voulez. Moi, si vous voulez, je peux être pour porter... C'est comme pour la mode, de ce point de vue-là. Si je veux porter un slip au-dessus de mon pantalon... Un slip ou un caleçon, bon. Mais si je veux le faire, je veux dire, je le fais. Ça change rien, mais c'est pas pour autant que vous allez le faire. C'est un peu pareil. Il y a quand même des choses où probablement il y a un consensus, vous voyez. Oui, mais en termes d'efficacité, pour reprendre un terme très libéral, si on discute de choses dont on sait par avance qu'elles seront résolues,
on peut, enfin, je veux dire, on brasse. Mais vous n'êtes pas obligé de discuter après. Je ferai. Si vous voulez pas défendre que la Terre est plate, en vérité, si quelqu'un vient me défendre que la Terre est plate, je vais lui dire ok, puis je vais passer à autre chose. Quel est l'intérêt pour ce qu'il appelle le relativisme critique, voilà. En fait, le problème du C'est le relativisme critique, le problème du relativisme, embrasser tout. Mais dans son concept, le relativisme rentre dans une petite case et en fait on focus sur cette case-là et uniquement sur une case. C'est déjà limité en fait. Oui. Bah oui, c'est ça. Mais c'est bien ça le souci qu'on a ici. C'est toujours un problème de conceptualisation. Il ne faut pas forcément faire confiance aux philosophes. Prenez un exemple là où ça va pêcher, c'est par exemple sur les plateaux de télé. Est-ce que vous trouvez que les plateaux de télé ont un cadre respectueux et respectable de la tolérance? Est-ce que c'est une discussion rationnelle sur CNews? Ah non. Ou sur BFM ou sur LCI? À chaque fois, puisqu'il y a sélection, il y a un parti pris. Donc... Vous voyez que c'est le cadre le problème du coup. Donc si vous mettez en place un cadre qui est strict, entre guillemets, qui a tranché au bord, bah, vous allez vous trouver dans une meilleure situation que si vous laissez un peu la direction de l'émission faire leur choix. Mais tout dépend qui pose le cadre. Peut-être ça pourrait même être une intelligence. Peu importe, puisque cette question va être trop dure à résoudre, donc on va dire, vous utilisez cette méthode-là, puisque la méthode, au moins, je peux vous la donner. Mais qui va le décider? Je peux pas savoir si cette personne est fiable ou pas. Par contre, la méthode, je peux vous la donner. Après, c'est à vous de dire si cette méthode vous convient ou pas. Ne faites pas confiance aux gens, faites confiance à la méthode. Voilà, c'est ça le truc. Non mais je sais que vous avez compris. Mais le truc de Popper, c'est vraiment ça. Il faut se limiter à ça, puisqu'après tout, les gens peuvent avoir leur vie. C'est ça que voulez-vous. Hein. Le bois peut être tordu, mais il n'empêche qu'il faut bien le fendre. Je sais pas pourquoi je dis ça. Hein. Parlant de méthode, Shivnat, quand tu prends la parole pour ceux qui défendent que la Terre est plate, à chaque fois, on pourrait leur répondre inversion de la charge de la preuve. Tu me demandes de démontrer que la Terre est ronde, mais tu ne m'as pas démontré absolument qu'elle était plate. Et tous les modèles que tu proposes de cartes, par exemple, de la Terre plate, ne marchent pas. Pour plein d'autres raisons, la manière dont les avions circulent, l'horizon, etc. etc. Oui, c'est... Pourquoi les entendre finalement, puisqu'ils n'ont pas réussi à faire un argument qui se tient? Vous n'êtes pas obligé de les écouter, mais vous n'êtes pas obligé de les interdire non plus. Mais peut-être qu'on devrait les interdire. Et c'est là le problème, du coup. Pourquoi est-ce que votre décision ou votre choix serait meilleur qu'un autre? Pourquoi cette solution serait meilleure qu'un autre? Parce que là, on a pris la Terre est plate. Donc, exemple, on va dire, allez, on est quasiment à 99% sur notre planète à savoir que la Terre est ronde, à peu près. Mais si je prends des cas beaucoup plus compliqués... J'ai dit peut-être, mais j'en suis pas sûr moi-même. Parce que j'ai pas... En vérité, dans le cas particulier de ces gens-là, je les trouve intéressants parce qu'ils ont comme cette envie de douter de tout, mais d'un autre côté, ils s'enterrent dans une autre forme de dogmatisme. Mais les complotistes, je n'ai pas envie forcément de les blâmer, dans le sens que peut-être... quelque part, ils étaient à mi-chemin vers le chemin d'une forme de vérité ou d'une forme de rationalité critique un peu plus intéressante que simplement des gens qui se contenteraient de répéter ce qui est communément admis. Je sens que vous avez envie de dire que le complotisme, c'est l'esprit critique sans marxisme. Est-ce que je le dis ou pas? Ouais, je sens que vous vouliez dire ça. Bon, ça a été dit.